Salut tout le monde, bienvenue dans Y'a plus de papier, un podcast d'Adrien et Mathieu sur l'écriture et la créativité. Salut Adrien. Salut Mathieu. Ça roule ? Impeccable, et toi ? T'as pas chaud ? J'ai super chaud. Quand on enregistre là tout de suite, là il fait très chaud, mais peut-être qu'il va pleuvoir quand vous l'écouterez. On espère pour vous parce que nous on souffre. Et nos invités souffrent aussi. On vous rappelle que si ce podcast vous plaît, vous pouvez nous laisser un commentaire et une note d'ailleurs sur iTunes, ça nous aide beaucoup, ça nous fait remonter dans les classements. Et on voudrait remercier les derniers auteurs du commentaire qu'on a reçus, qui s'appellent Boilet et Steph, on les salue, et ils nous ont écrit ceci. Adrien, vas-y, tu vas nous lire ça très bien. Adrien et Mathieu proposent un podcast riche, complet et généreux sur l'écriture et la créativité. On écoute avec intérêt des conseils d'auteurs et de scénaristes dans une ambiance légère mais sans entre-soi. Un vrai coup de cœur, bravo. Et on les a pas payés, je précise, c'est super. Merci les gars, ça fait très plaisir. Ouais. Donc si ça vous plaît, soyez comme Boilet et Steph, partagez votre enthousiasme. Votre enthousiasme. Super, bah alors de quoi on va parler dans ce podcast, Mathieu ? Je sais pas, c'est parce que j'ai pas fait d'école, moi je sais pas comment c'est on peut-être fait, pour ça, fait. Justement ça tombe bien, on va parler de formation et d'écriture, d'école et d'autodidactisme, c'est dur ce mot à prononcer à chaque fois. Autodidactisme, moi je me suis entraîné, tu vois. Donc formation à l'écriture, les écoles et les autodidactes vont s'affronter sur ce plateau aujourd'hui, Jean-Pierre. Est-ce que vous êtes chaud ? Alors, est-ce que vous êtes chaud, nos invités ? On va commencer par présenter quelqu'un que vous connaissez sûrement si vous avez écouté nos autres podcasts. C'est Pierre-François. Salut Pierre-François. Bonjour. Tu es coach d'écriture et script docteur sur lescriptjardinier.com. Tout à fait. Est-ce que coach d'écriture, on s'est posé la question, c'est bien ça en fait ? C'est bien le bon terme pour en présenter ce que tu fais ? Ouais, j'aime bien. Ouais. Est-ce que c'est une bonne situation ça, coach d'écriture ? Bah oui, parce qu'autrement je ferais autre chose. Ouais. Moi je dirais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. À nos côtés, on a Benjamin Adam qui est scénariste. Benjamin, il a suivi la formation FEMIS en scénario. Il est actuellement en train de suivre la formation série télé, toujours à la FEMIS. Il est également membre du collectif Clark Nova. Est-ce bien ça, Benjamin ? Exactement. Eh bien, salut Benjamin. Salut. On n'a pas dit de bêtises. Non, tout va bien. Ta bio est exacte. Exact. Super. Alors, avant d'entamer notre sujet, on va faire un petit tour de table. Alors, c'est facile, vous êtes deux. On change un peu notre question. PF, sur quoi tu bosses en ce moment ? Alors donc, là je viens tout juste de terminer une fiche de lecture, donc moi j'appelle fiche verte, sur un très beau projet de long métrage. Donc ça a été ça fait un peu cliché, mais ça a été vraiment une, entre guillemets, très belle aventure et j'ai été ravi de faire cette fiche de lecture. C'était quoi comme genre de film ? Comme genre, c'est un drame familial qui se passe à l'étranger, mais c'est un film beaucoup plus riche et beaucoup plus profond que ce que je viens de dire. D'accord. Et beaucoup plus riche et profond grâce à ton aide ? Non, moi je ne suis que script jardinier, donc j'essaie de faire un peu mieux pousser, mais quand la plante est déjà belle, eh bien je me réjouis et j'en profite. C'est magnifique. Si on peut rester dans la sémantique jardinage pour le reste de l'émission, on va essayer. Je serais ravi. On devrait faire un défi de, tu dois caser tel mot pendant la discussion. On va chercher des noms de légumes bizarres. Et toi, Benjamin, sur quoi tu bosses en ce moment ? Alors, comme je termine là tout juste la formation série télé, je viens de mettre temporairement un point final à une bible de série 26 minutes, une dramédie 26 minutes pour mon diplôme dans la formation série télé. Et sinon, je suis en train d'écrire le tome 28 de la bande dessinée Marion Duval, qui est publiée par Bayard et qui paraît dans le magazine Astrapi. Nous avons Pierre-François qui est subjugué. Ah oui, parce que ma fille est une folle de Marion Duval. Alors là, je peux tout toucher. Merci beaucoup. Il se passe des choses étranges dans ce podcast. C'est extraordinaire. Là, génial. Elle adore. On va faire une pause dans l'enregistrement pour les laisser tranquilles. On va revenir après. Ils seront un peu plus détendus. Ils vont faire connaissance. Bon, et si on rentrait dans le vif du sujet ? Tout à fait. Se former à l'écriture de scénario, donc principalement, mais le sujet c'est valable aussi pour les autres formes d'écriture. Oui. Après la BD, les romans. Et on va commencer par une question assez large, chers amis autour de cette table. Quels sont vos parcours respectifs ? Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous sortez d'école ou vous êtes la tête dans les bouquins ou... Toi, PF, ça fait quelques années. Voilà, je n'osais pas le dire, je ne sais pas trop. Je t'en prie. Donc moi, j'ai fait une petite école privée d'assistant de réalisation qui s'appelle toujours le CLCF, qui d'ailleurs maintenant a une formation d'écriture en scénario qu'elle n'avait absolument pas à l'époque. Je crois que c'est très récent en fait. Acronyme pour CLCF. Conservatoire libre du cinéma français. D'accord. Et
au niveau écriture, j'ai seulement fait une formation en long métrage à l'INA. Alors c'était pas grand-chose, hein, on se voyait 1 ou 2 journées par mois. Je crois que moi, c'était 1 journée par mois. Et avec un coach, en fait, on était une petite dizaine. Et bien, on a écrit durant une petite année notre long métrage avec l'aide de cette personne. Voilà ce que j'ai eu comme formation. Est-ce que c'était au siècle dernier ? Oui, c'était au siècle dernier. Tout à Non, fait. pour savoir à peu près l'époque. Parce Oui, que oui, les tout à fait. formations À l'époque, il n'y sont- avait absolument pas de ont été changées. scénario. Il n'y avait absolument pas d'école. Il n'y avait pas de formation en scénario. Ça existe pas. Maintenant, c'est vrai que c'est en plein développement. Est-ce qu'au CLCF, vous faisiez un petit peu d'écriture ou pas du tout ? Très peu. Parce que j'ai une amie qui a fait cette formation aussi en assistanat, elle avait appris 2-3... Enfin voilà, les bases quoi. À l'époque, oui. Ça me revient maintenant. Oui, un petit peu, mais bon, c'était pas dédié à l'écriture, donc c'était quand même assez léger. La personne qui t'a formé pendant cette année, elle a un nom, enfin éventuellement c'est possible Oui, de savoir qui c'est, ou- c'était un romancier qui s'appelait Jacques Bénac, qui est malheureusement décédé il y a quelques années maintenant. Oui, donc c'était une personne d'ailleurs très, très intéressante, qui était d'ailleurs une personne qui était plus romancier que scénariste, mais c'était quand même très intéressant. Est-ce que tu te souviens un petit peu du programme, ce que vous avez abordé durant cette C'était session vraiment que du ou- coaching. C'est-à-dire que la formation, j'ai même pas souvenir s'il y avait une petite formation, disons les bases, mais très rapide, mais en fait c'était vraiment basé, c'était du coaching, c'est-à-dire que tous les mois, on lisait ce qu'on avait fait, lui, nous donnait son avis et nous dirigeait, nous aidait dans notre écriture en fait. On ne peut pas vraiment dire que ce soit une véritable formation digne de ce nom sur la dramaturgie, comme j'imagine que ça existe maintenant. Est-ce que ça a forgé des choses chez toi que tu utilises encore aujourd'hui ? Non, pas grand-chose, parce qu'après, moi, j'ai vraiment travaillé, je me suis vraiment formé en autodidacte, c'est-à-dire que dès que j'ai découvert, quand j'ai démarré, les manuels d'écriture, donc je me suis jeté dedans. On va en parler. Il y en a, voilà. Donc moi, après, je me suis vraiment formé, avec les manuels, je dirais. Et quel travail vous fournissiez durant ce séminaire, enfin cette... Tu veux dire comme type de document ? Oui, qu'est-ce que vous rendiez, On quels était étaient les plutôt sur un exercices, traitement en fait. D'accord, sur du scénario en tout cas, ça parlait de scénario. Oui, l'objet c'était boucler un scénario de long métrage. Chose réussie ou... Oui, je crois qu'on a été au bout. Oui, c'était quand même. On a été au bout de l'écriture, avec quand même le sentiment de ne pas avoir au bout écrit quelque chose d'exceptionnel. En tous les cas, pour moi, c'était mon sentiment. Mais bon, enrichissant quand même. Super. Alors Benjamin, toi tu es encore à l'école ? C'est ça. Voilà. Je vais bientôt. Tu as quel âge, Benjamin ? CM2 ? Tu vas passer au collège bientôt ? C'est ça. Je vais passer dans la cour des grands bientôt. C'est un peu inquiétant. Alors vas-y, raconte-nous ta vie. Alors moi, j'ai un parcours pour le coup très, très scolaire, puisque j'ai fait une prépa littéraire, Hippocagne-Cagne, un court passage à l'université, année universitaire pendant laquelle j'ai essentiellement préparé le concours pour la FEMIS. Ça sert à ça à la fac. Exactement. Ça sert d'autres choses. Non, je connais. J'ai hâte que tu nous en parles, Mathieu. Ouais, ça va pas être Et très donc passionnant. ensuite, après ça, j'ai fait donc la formation scénario à la FEMIS, qui dure 4 ans. Et au cours de pendant que j'étais dans l'école, a été annoncée l'ouverture de la jeune formation série télé, qui en est donc là à sa 3e promotion. J'ai trouvé ça très intéressant, mais bon, j'étais déjà dans l'école, donc il fallait déjà que je termine ces 4 années pour pouvoir faire cette formation en plus. J'ai longtemps hésité, puis je me suis dit que ça pouvait quand même être quelque chose de très intéressant, et je ne regrette absolument pas. Et là, je suis en train de terminer cette dernière année. Donc tu as repassé le concours. Exactement, j'ai passé une première fois le concours pour la formation classique, et pendant ma dernière année de la FEMIS, j'ai repassé le concours pour la formation série télé. Et alors, comment ça se passe pour quelqu'un qui voudrait entrer à la FEMIS, le parcours du jeune auteur plein d'envie d'apprendre, comment ça se passe ? Je veux dire, par rapport au le contenu du concours concours, c'est quoi la démarche à faire, ou comment ça se passe, quoi ? Toutes les informations se trouvent assez facilement sur le site de la FEMIS, et ensuite il y a des journées portes ouvertes qui sont organisées. Et sinon, le concours en tant que tel, pour le concours, pour la formation classique en 4 ans, le concours est très sélectif et surtout prend beaucoup de temps, puisqu'on commence à peu près les démarches en fin janvier, début février, pour, si on arrive à passer les 3 tours, une validation début juillet. Donc c'est 6 mois de votre vie. Ouais, faut être à la fac, quoi. C'est ça.
Et alors, Et, c'est quoi les 3 étapes? Dans les grandes lignes, la première étape se fait avec un travail qui s'appelle le dossier d'enquête, où on a un sujet et on doit un peu partir explorer le monde autour de ce sujet et ramener un document à la fois écrit et visuel où on va faire une sorte d'enquête autour d'un des thèmes qui a été donné. Et c'est doublé avec une épreuve d'analyse de séquence. Cette épreuve, c'est la même pour tous les candidats. Il y a une première sélection, un deuxième tour qui va être spécialisé selon la formation qu'on cherche. Donc en l'occurrence pour le scénario, il va y avoir un écrit où il va falloir écrire une sorte de traitement, une scène dialoguée, et un oral où il faut pitcher une histoire un peu improvisée à partir d'un sujet. Et ensuite une nouvelle sélection et un dernier tour où là on passe devant un jury et c'est vraiment un entretien où il s'agit de montrer qu'on est quelqu'un d'intéressant. Si possible. Tu parles il y a 3 étapes, est-ce que c'est le même nombre de candidats à chaque fois ou est-ce que il y a des éliminés au passage? Il y a un écrémage entre chaque étape. On parle de combien de personnes chaque année alors je risque de dire des bêtises sur les chiffres, mais en scénario, il me semble qu'au premier tour, on est environ entre 200 et 300 selon les années pour le nombre de candidats en scénario. D'accord. On doit être je pense une 60aine au deuxième tour. Et ensuite une vingtaine pour l'oral à la fin, pour finalement 6 candidats retenus pour la promotion. D'accord. Oui, On parlait de la formation série, c'est ça? Pour la formation scénario. Scénario. D'accord. La formation série, le concours est similaire mais plus réduit, où c'est une épreuve écrite et un oral. Il n'y a pas le dossier d'enquête, il n'y a pas l'analyse de séquence, c'est sur une période beaucoup plus ramassée. Et là, en l'occurrence, c'est une dizaine de candidats qui sont retenus à la fin. Et avec quand même moins de participants dans la totalité. Mais tu veux dire qu'il n'y a que 6 personnes en scénario à la FEMIS par promotion. Par promo? Oui. Ah oui, c'est vraiment très réduit là pour le coup. Oui, c'est un pourcentage de réussite. Mais pourquoi faible. que 6 en fait? Parce qu'en fait, la FEMIS fonctionne de façon assez transversale, c'est-à-dire qu'il y a différents départements, réalisation, scénario, etc., production. Et l'idée est que chaque département va à la fois avoir des exercices chacun de son côté, mais en même temps travailler tous ensemble. Et donc le fait de réduire le nombre d'étudiants permet facilement de, par exemple, faire chaque année, s'il y a des courts-métrages à faire, ça va être 6 courts-métrages où les 6 élèves réalisateurs vont travailler avec un élève scénariste, un élève producteur, un élève en image pour faire leur directeur photo. Et voilà, il y a une sorte de démarche un peu de petit studio qui tourne beaucoup plus facilement du fait d'être en effectif réduit. Voilà, c'est pour maîtriser un peu toute la chaîne. C'est ça, et on est sûr de travailler parce que il y a parfois j'imagine que dans des écoles où il va y avoir plus de personnes, une frustration où des fois tous les scénarios ne peuvent pas être tournés, tous les projets ne peuvent pas être faits. Le fait d'être dans un nombre réduit assure à chaque élève de vraiment pouvoir travailler au sein de l'école avec les autres élèves. Et tu vois, les profils de ceux qui intègrent la formation série ne sont pas les mêmes que ceux qui font la formation scénario? Non, en effet. Déjà, la logique des deux formations... Sauf pour Benjamin. Voilà. Qui a le même profil. Qui a les deux. Et en même temps, mon profil, j'imagine, a évolué entre le moment où j'ai tenté la FEMIS au départ et puis la série télé. Est-ce que tes camarades t'appellent monsieur ça fait un moment que tu traînes dans les couloirs de la FEMIS? Absolument pas. Le doyen. C'est plus à me regarder et à me faire, mais il est pas sorti lui normalement. T'as redoublé en fait. Pourquoi il est encore là? Je l'ai déjà vu. Non, la logique même des deux formations est très différente puisque la formation classique est vraiment une formation d'apprentissage. L'idée est qu'on entre dans la FEMIS pour apprendre, en l'occurrence pour le scénario, à écrire un scénario. Dans le cas de la série télé, ça s'adresse à des personnes qui ont déjà une expérience soit pédagogique, soit professionnelle, qui sont déjà censées avoir des bases dramaturgiques solides, et ça va être une formation de spécialisation. En l'occurrence, les candidats pour la série télé sont des personnes qui savent pertinemment qu'ils veulent aller dans cette direction spécifique. D'où la spécialisation. Exactement. C'est pas... Tu commences pas par ça. Voilà. Ok. Et toi, Mathieu, raconte-nous un petit peu. Là, ce qui est bien, c'est qu'on fait un petit peu le tour comme ça globalement, puis on reviendra dans le détail. Ma demi-année à la fac. Voilà, raconte-nous ta demi-année à la fac. Qu'est-ce que tu as fait à la fac? Qu'est-ce que tu as branlé à la fac pendant ce temps? Pas grand-chose. J'ai fait une fac d'anglais. Et j'ai fait 6 mois de fac d'anglais parce que ça m'a pas. Je m'attendais à faire de l'anglais et en fait, on faisait pas d'anglais. On lisait beaucoup. C'était assez chiant en fait. Je me suis fait chier. Et c'est là que j'ai découvert l'écriture de scénarios, bizarrement.
Alors, est-ce que temps de travail réduit, temps de loisirs augmenté égale plus de temps à s'intéresser à faire des choses comme ça? L'équation semble être juste après. Voilà, tu vois, voilà, ça a du sens. Avec le recul, je me dis, ah ouais. Non, mais c'est là que je me suis intéressé à l'écriture même en général. Je commençais à écrire des nouvelles, participer à des sites, j'allais dire des blogs, mais ça n'existait pas vraiment encore. Participer à des sites. D'écriture de tests de jeux vidéo, voilà, pour tout raconter. De l'écriture, tout de même. Tu veux dire écrire des articles, écrire des articles, choses, voilà, même des interviews, ce genre de choses. Et je m'intéressais à l'écriture de scénarios. Je me suis dit, tiens, en fait, les films, j'adore ça. Il y a des gens qui les écrivent, comment ils font? Et je me disais pas une seule seconde que ça pouvait s'apprendre à l'école. Moi, j'étais pas très école déjà à la base. T'es un rebelle, c'est vrai que c'est pas Je suis un rebelle de la life. Et j'ai appris dans des bouquins à quoi ça ressemble un scénario, comment, c'est quoi une scène, enfin toutes ces choses qui aujourd'hui nous semblent très évidentes. On peut dire que tu as appris aussi sur le tas parce que tu as intégré très rapidement une société où on t'a demandé d'écrire des contenus en fait, rapidement, c'est ça? Alors j'ai aussi, nous en parler un petit peu ouais, j'ai aussi appris à écrire au sens large en travaillant pour des blogs, c'est-à-dire des blogs officiels d'une société, en l'occurrence Orange. J'écrivais des articles chaque semaine, même chaque jour, en incarnant des personnages qui... Voilà, il y avait des mecs un peu délire, une nana un peu fashion, voilà, des personnages un peu comme ça. Et il fallait écrire du contenu sur des sujets variés et très rapidement. Et j'ai appris à écrire vite et de façon très concise. Et voilà, en général, j'ai le premier jet de quelque chose que j'écris. Il n'y a pas grand-chose à reprendre par la suite parce que j'ai vraiment appris ça là en fait. C'était à force d'écrire toutes les semaines. Ouais, c'est une vraie force pour le coup de savoir écrire vite. T'es d'accord, Adrien? T'es d'accord? Oui, tout ce qu'il écrit, c'est vraiment super bon. Pour l'instant, il écrit vite. Parce que là, pour l'instant, je vous la raconte. Il écrit vite, ça c'est tout. Parce que, tu vois, le reste. Lui, il dit qu'il écrit vite et très très bien. Donc toi, t'as pas l'air d'accord. J'ai pas dit très très bien. Juste très bien. Mais voilà, juste très bien. Non, par exemple, les mails, c'est chose tout con, mais un mail, je te l'écris en un jet très rapidement avec voilà. Et ça, je sens moi que j'ai des habitudes juste pour écrire un mail qui viennent de l'écriture de blog de façon professionnelle en fait, parce que c'était mon boulot. Et en parallèle de ça, j'écrivais des courts métrages, j'écrivais un long métrage. J'ai appris, j'ai fait une formation de 2 jours grâce à l'ANPE Spectacle. Attention, c'était pas encore Pôle Emploi. C'était dans ce siècle, Pierre-François, c'était pas le siècle dernier. C'était une formation de 2 jours avec notre ami Jean-Marie Roth, que tu connais. Salut Jean-Marie Roth, oui. Adrien, et qui résumait en gros sur 2 jours son livre l'écriture de scénario. C'était très très intéressant parce que moi j'avais aucune idée à ce moment-là à quoi ressemblait ou comment faire un scénario de long métrage. Ça me paraissait nébuleux. Alors là tu me remplis de joie parce que je dis toujours à mes proches ou des gens que je croise comme ça, quand on commence à parler scénario, je leur dis je pense que tout ce qu'il y a à savoir pour écrire un scénario, je pense que je peux vous l'enseigner en 1 ou 2 jours maximum. Et donc toi voilà. Tu l'as fait en vrai et je trouve ça génial. Oui, mais alors ça veut pas dire qu'au bout de 2 jours je savais écrire un scénario. Il y a une différence entre écrire et écrire. Je savais écrire un scénario, mais je savais pas écrire un scénario finalement. Voilà, c'est comme les bons chasseurs, les mauvais chasseurs. Je savais que ça faisait à peu près tant de pages, qu'il se passait ce genre de choses à peu près à tel moment, et qu'en général ça marchait bien, ce genre de petits trucs. Après dans la pratique, j'ai appliqué ça. Je me suis dit c'est cool, je vais écrire ma petite histoire qui me trotte dans la tête depuis un moment. J'ai écrit mon long métrage qui était naze, et il fallait le faire quoi. Faut commencer quelque part, et c'était très chouette. Après moi je dirais que c'est par l'expérience que j'ai appris à écrire après, mais c'est une autre histoire. Est-ce que tu penses que, pour revenir un petit peu en arrière, quand tu dis que maintenant tu écris vite, que tu as vraiment des facilités, est-ce que tu penses que c'est ton travail à Orange qui te l'a quelque part enseigné, ou alors cette facilité, tu l'avais déjà en toi? Eh bien, il faudrait que je retourne dans le passé et que j'interroge mon moi du passé. J'en sais rien du tout. Moi, j'ai l'impression de l'avoir appris à ce moment-là et que j'ai senti avec le recul, j'ai senti la différence, enfin la façon dont j'abordais quelque chose. Ça t'a formé en fait, ça t'a vraiment formé. Voilà, j'ai senti que j'avais appris quelque chose en tout cas, même sans le savoir sur le moment, parce qu'il fallait abattre du boulot. Fallait le faire quoi. Voilà. C'était pas l'usine, mais c'était le boulot quoi. Job has to be done. Il est quand même probable que tu aies déjà un petit talent. Je me suis assez flatté, je vais pas continuer. Non, je peut-être. J'avais parlé dans un autre podcast du travail au lycée d'écriture d'une histoire
quand j'avais vu le film Dark City et que j'avais un peu copié ce que j'avais vu et que j'avais eu un 20 sur 20 en français. Ça va, tes profs se sont pas trop inquiétés, ils n'ont pas convoqué les parents. Non, mais je crois qu'elle connaissait pas en fait. D'accord, tout va bien. La prof. Non, ben, voilà, je sais pas pour te répondre. Bon, faut copier Dark City alors. Ça marche Voilà, à tous faut les coups. copier des trucs. En général, ça marche bien de copier des trucs. Bah, t'apprends beaucoup en copiant. hein. Finalement, c'est un peu ce qu'on fait tous. Et même quand on aborde une nouvelle histoire, on va regarder ce qui s'est fait, on va copier plus ou moins les choses qui ont marché en les adaptant. C'est de l'adaptation, c'est pas. On n'invente pas tout à chaque fois, faut pas croire. Mais toi, tu fais le malin, mais tu. Raconte aussi ta vie là, au lieu de m'embêter là. Et bien voilà. Eh bien voilà, je n'ai rien à dire. J'ai fait une fac de cinéma. Pour le coup, très théorique. T'étais aussi à la fac? J'étais aussi à la fac. Mais t'as travaillé à Moi, la j'ai fac. travaillé à la fac. Voilà. Et vraiment, Voilà. j'ai eu des bonnes notes. C'est la seule fois de ma vie que j'ai eu des bonnes notes à la fin. Enfin, de ma vie d'ailleurs. J'ai fait beaucoup de. J'étais quand même un étudiant très sérieux. C'est-à-dire que je rendais mes dossiers. J'ai travaillé sur des cinéastes incroyables comme Lars von Trier. J'ai fait des mémoires. Un gros mémoire sur Lars von Trier. Le dossier faisait 50 pages. Enfin, c'était vraiment. Truc de dingue. Quand j'y repense, en fait, je me dis ça m'a passionné pendant des mois et je me dis qu'aujourd'hui je serais peut-être incapable d'en faire ça. Travailler sur des cinéastes comme Bresson, ce genre de mec, des trucs assez compliqués. Luc Bresson. Ah oui, Luc Bresson, ouais. J'adore. Le fameux. Et j'ai tenté un master après en cinéma réalisation parce que je me dis que ça m'intéressait et puis au final j'ai préféré écrire un scénario. Parce que t'as pris le melon et tu voulais. J'ai pris le melon, je vais être réalisateur, voilà, comme tout à chacun. Ça Non, peut arriver. on les aime, on leur fait des bisous. Hein. Et je me suis rendu compte, en fait, c'est assez drôle parce que l'exercice était de réaliser un court-métrage pendant le master. Chose assez classique au final, bon voilà, t'as 2 ans pour réaliser ton film. Et j'étais très con, en fait. Je me suis dit, bah non, je vais pas écrire un court-métrage, je vais écrire un long-métrage et je vais le réaliser. J'étais très con. T'avais le melon, hein, c'est J'avais ça, le en melon, fait. c'est ça, jusqu'au bout. En fait. D'accord. J'ai écrit le long-métrage et j'ai jamais réalisé. Je me suis dit, bah finalement, j'ai pris plus de plaisir à l'écrire qu'à le réaliser. Enfin, j'ai quand même essayé. Hein. C'est un film qui se tournait en Irlande. Je suis allé en Irlande, j'ai rencontré des gens, je me suis démerdé pour trouver des producteurs. J'en ai trouvé un. Je suis allé au bout du truc. J'ai trouvé des comédiens, j'ai fait des castings sauvages. C'était vraiment très marrant parce que j'étais tout seul. Et Je crois que t'es toujours recherché bah non. par la police en Irlande. Ouais, il y a un problème. J'ai bu trop de bière là-bas, du coup ils se souviennent de moi. Et alors, ça donnait quoi? Et du coup, ça a donné rien du tout au final, parce que j'ai laissé tomber, parce que je me suis rendu compte que je prenais plus de plaisir. J'avais pris plus de plaisir à l'écrire, à l'imaginer qu'à le voir réaliser. Qu'à essayer de le faire en fait. Voilà, exactement. Et du coup, j'ai intégré ensuite le Master Pro Scénario à Nanterre, que notre amie Judith a également fait. Et c'était la 2e année de la formation, une formation assez récente, mais alors vraiment pour le coup très, très soutenue, parce que des professionnels qui viennent nous entraîner, en fait, voilà, nous apprendre les bases et qui nous font travailler les techniques. Et pour le coup, c'est la première fois de ma vie que j'ai autant travaillé sur une seule année. Et c'est quoi comme genre d'intervenant? C'est des scénaristes principalement. Il y a Jean-Marie Roth qui bien sûr intervient. Il y a Claire Barré, voilà, Claire Barré qui est scénariste, qui écrit des romans aussi également. Il y a François Usan, entre autres. Enfin, à l'époque, il y avait François Usan qui est aussi scénariste. Enfin voilà, des gens qui bossent et qui nous ont appris beaucoup de choses. Et ça, c'était vraiment, vraiment chouette. Du coup, bon bagage, je trouve, pour partir. Insuffisant en termes de temps, je pense, mais au moins, c'était chaud, quoi. Enfin, c'était intense. Voilà. Et quelle différence entre une fac finalement et une école comme la FEMIS? Alors, je sais qu'il y a des profs en commun. On a des profs en commun entre cette formation et celle de la FEMIS. Je sais qu'il y a des profs qui passent de l'un à l'autre facilement. Pareil pour le conservatoire d'écriture audiovisuelle. C'est la fac. Comment on entre finalement dans une formation comme ça? Un peu comme la FEMIS, il y a un concours en 3 étapes. Pareil, sélection sur dossier, épreuve écrite de 6 heures. Putain. Pardon, je dis putain, mais Ah ouais. quand je m'en souviens, c'était quelque chose, quoi. 6 heures enfermé dans une salle à essayer d'écrire quelque chose de cohérent. Tu connais Benjamin. Et puis après oral, voilà. Même quand on essaie de le faire aujourd'hui, on s'enferme ici, on écrit pendant 6 heures, c'est toujours dur. Hein. C'est toujours dur, ouais. Mais quand je sais pas, il y avait 300 personnes autour quand t'as 300 personnes autour de toi, c'est toujours très étrange. En mode examen, quoi. En mode examen. Et puis en plus, j'étais venu avec un pote de la fac à qui j'avais recommandé le Master Pro. Et je me suis dit, mince, ça risque peut-être de se jouer entre lui et moi. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais pris. Je suis allé à l'oral, ils m'ont mis sur liste d'attente. J'étais la 13e personne sur les 12. Ah. Et ironie t'as du dû sort, tuer quelqu'un, voilà, j'ai tué quelqu'un et j'ai eu la place. En fait, ça peut arriver de pas être pris et ça veut pas dire qu'on n'est pas bon en fait. Enfin, c'est pas forcément ça le problème, c'est juste que des fois ce sont les circonstances. Et moi, je suis pas bon. Et t'es pas bon, c'est ça qui est dingue. C'est ça qui est rigolo. Finalement, tout est possible. Blague à part, c'est un aspect intéressant à pointer, c'est que moi je sais que au moment où j'ai tenté la FEMIS, j'étais dans une logique un peu, sans doute encore un peu jeune, et dans ma tête, c'était si j'avais le concours, ça voulait dire que c'était bon.
j'étais fait pour ça. Si je me plantais, ça voulait dire que j'étais mauvais et qu'il fallait que je devienne prof ou autre chose. D'accord. Et que je me trompais de voie. Grosse pression, quoi. Voilà, le mec qui se met la pression tout seul. Heureusement pour toi que ça passait, quoi. Je pense qu'avec la distance, je me suis rendu compte que c'est pas aussi simple que ça. Tout ça pour dire que c'est important de pointer que sur cette question autodidacte ou école, ça dépend aussi des personnes. Certaines personnes vont mieux apprendre d'elles-mêmes et d'autres personnes vont mieux apprendre dans une formation. Et ça dépend des profils. Et voilà, le fait de ne pas faire une école ne veut pas forcément... Moi, ça doit pas forcément être vu comme un qui suis échec. pas à école, justement, je sais que même si j'avais su qu'il y avait des formations pour faire ce genre de choses, je sais pas si ça m'aurait intéressé, parce que me dire je vais à l'école, moi j'ai envie de bosser, j'ai envie d'aller apprendre, j'ai envie d'aller sur le terrain, pas en Irlande pour tourner des films coursés par la police, mais j'ai envie de découvrir par moi-même, en fait. Un peu tout ce que je fais, j'aime découvrir par moi-même, et je sais pas, j'ai dû avoir un traumatisme à l'école. Je saurais peut-être ça un peu plus tard, ça va me revenir. Bah, parlons-en, PF et Mathieu, vous avez un profil très autodidacte. Et du coup, comment on apprend quand on n'a pas fait de formation, qu'on ne veut pas spécialement en faire, quand on n'aime pas spécialement l'école? Voilà, quelles ont été les étapes de votre apprentissage c'est après la formation que tu as fait, PF par exemple? Ouais, mais moi j'ai vraiment appris sur le tas. En fait, j'avais déjà, quand j'ai commencé cette formation, j'étais à peu près j'étais assistant réalisateur, j'avais commencé à écrire des petits trucs de mon côté. Comment est-ce qu'on a... Mais franchement, j'en sais rien. Franchement, je n'en sais rien. Je dirais parce que tu as une folle envie, c'est juste ça. Une folle envie qui t'amène à différentes actions qui sont effectivement d'essayer d'écrire bon gré mal gré ce que tu as dans le ventre, tes propres histoires, qui te font aller dans n'importe quelle librairie ou Fnac ou autre et passer des heures, si t'as pas de fric, à regarder les livres, à essayer d'en lire une partie, à t'acheter les meilleurs, à les surligner, à vraiment t'imprégner, à t'émerveiller parfois, et puis aussi à être épouvanté par certains de ces livres qui sont pas du tout, enfin qui te ressemblent pas du tout, donc en fait qui te posent problème, à regarder des films, à rentrer en contact avec des gens, mais je pense pas qu'il y ait vraiment une méthode, c'est juste le désir qui fait que petit à petit tout ça en fait s'enclenche, et que petit à petit tu sens que tu t'améliores tout doucement ou rapidement, et que tu te sens de mieux en mieux, et que au bout d'un moment, quand on te parle dramaturgie classique, en fait, ce que disait Mathieu tout à l'heure, en fait, les mots, tout d'un coup, tu les as intégrés. Tu t'aperçois aussi que ces mots, il ne faut pas y attacher non plus trop d'importance. Tu rentres dans ta propre créativité. En gros, tu t'épanouis. Après, tu te prends le mur. C'est-à-dire qu'une fois que tu es formé, une fois que tu sais à peu près ce qu'est un scénario, une fois que tu as l'impression d'avoir un minimum de talent, et là, tu dois faire face à la profession. Alors, et là, c'est une autre aventure qui commence. Quelles seraient les étapes de j'apprends à mon premier contrat, ou la première fois qu'on me paye pour écrire? Est-ce que tu te souviens un petit peu comment ça s'est passé? Ouais, je pense que tous les gens qui ont un premier contrat, je pense qu'ils savent déjà à peu près écrire, en fait. Je pense qu'ils ont un minimum, tu vois ce que je veux dire, hein, ou alors vraiment t'as... Mathieu, t'as un exemple où t'as payé, tu savais pas écrire Mais si tu veux, je pense que globalement tu t'es fait un peu la main en écrivant des petites histoires chez toi, ou même des bouts d'idées. Je pense que tout arrive au bon moment, en fait. Mais comme tu dis, oui, mais j'ai l'impression d'avoir été payé à un moment où je savais pas écrire pour des choses que j'ai écrites. Et... J'espère que c'est plus le cas aujourd'hui, parce qu'il y a un malaise. Non, mais aujourd'hui, je me rends compte parce que j'ai l'impression d'apprendre vraiment, véritablement, depuis qu'on travaille ensemble, depuis à peu près 2 ans. J'ai vraiment l'impression d'apprendre ce que c'est qu'écrire. Avant, je cherchais, maintenant, j'arrive à trouver en écrivant, en fait. Voilà, j'ai pas la bonne métaphore, mais l'apprentissage, je le sens vraiment dans la pratique, en fait, de 9h à 18h tous les jours, comme un boulot, quoi. Depuis qu'on s'y est mis, pardon. Excuse-moi, non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Là tu as dit pour moi les mots essentiels, c'est-à-dire que tu as dit en gros, je cherche pas, je trouve. Oui. Et ça, pour moi, c'est la base. C'est-à-dire que ça, c'est le plus important à comprendre. Et on va en parler tout à l'heure, mais ce que je reproche quand même à certains manuels de scénario, c'est qu'ils t'incitent toujours à chercher. Donc pour moi, non, ça, c'est pas bon. Ce qui compte, quand tu es auteur, scénariste, écrivain, artiste, quel qu'il soit,
tu es là pour trouver et tu trouves, puisque tu crées quelque chose, donc c'est que tu as trouvé, de toute façon. Voilà, donc ce qui m'embête, c'est que justement, parfois, souvent, on t'incite à chercher. Moi, j'étais pas mal dans ma métaphore, finalement. Je la trouve parfaite, justement. Ok, Vraiment. super. Toi, Benjamin, qu'est-ce que tu as trouvé à la Fémis ? Sur ces questions de apprendre, je pense dans l'apprentissage de l'écriture, il y a un peu ces deux pôles qui sont d'un côté la théorie qu'on pourrait voir incarnée par notamment ces différents ouvrages, livres qu'on peut trouver en librairie, et un autre pan plus pratique, ce que tu disais, c'est en écrivant qu'on apprend. Oui. Moi, j'ai le sentiment que faut vraiment savoir jongler entre les deux. C'est-à-dire que n'être que dans la théorie, que dans apprendre des concepts de ok, j'ai mon premier acte, mon deuxième acte, mon climax, mon truc et ça. Si on est trop là-dedans, on ne s'en sort jamais. Mais à côté de ça, si on est que dans de la pratique, on va être que dans sa propre pratique et s'enfermer dans ses propres défauts et ne pas forcément avoir de distance par rapport à ça. C'est un peu, ça va être le petit moment critique envers la formation que j'ai pu avoir, la formation classique à la Fémis, c'est que paradoxalement, la Fémis, en scénario, c'est presque une école où on est en autodidacte protégé. C'est-à-dire qu'on entre dans cette école, on a une première année où on va faire des exercices communs, mais le gros du travail à la Fémis en scénario, c'est vous avez 4 mois devant vous, 3 mois devant vous pour écrire un long métrage. Alors on est quand même encadré par un tuteur qui va être avec nous, mais finalement il y a très peu de cours théoriques, très peu de... Est-ce que le tuteur est scénariste ? Le tuteur est scénariste, mais scénariste avec aussi ses propres, pas forcément scénariste pédagogue, scénariste avec ses propres habitudes, ses propres idées. Et voilà, il y a vraiment une logique du c'est en forgeant qu'on devient forgeron, qui est très intéressante, qui force vraiment à mettre les mains dans le cambouis et à accoucher parfois dans la douleur d'un premier scénario, d'un deuxième scénario, d'un troisième scénario. C'est sur 4 ans, on écrit un scénario par an, donc... Voilà, la pratique est très importante. Si jamais dans les personnes qui nous écoutent, certains auditeurs se disent qu'ils aimeraient tenter la Fémis, je pense que c'est quelque chose d'important à savoir. C'est que c'est pas forcément une école où on va avoir des cours théoriques, où on va être devant un professeur, devant son tableau qui va nous donner des concepts. Ça va vraiment être dans la pratique personnelle. Est-ce que vous êtes censé avoir déjà un background de théorie ou pas du tout ? C'est une question, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans une formation qui demande, pour la formation classique, on n'est pas forcément censé avoir de background, c'est pas dans les conditions pour entrer. Oui, mais en même temps, j'imagine que plus t'en sais en arrivant, voilà, ça peut être mieux. Plus t'as de chance de passer le concours. Et on a quand même en première année quelques semaines de théorie, de dramaturgie, mais finalement, sur les années suivantes, c'est énormément de pratique. Je me suis retrouvé à me forcer un peu à faire à jongler en allant de mon côté chercher des ouvrages, essayer de... Parce que ça te manquait un peu ? Oui, parce que, enfin, je sais pas si ça me manquait en tant que tel, si j'en avais vraiment besoin, mais parce que forcément, je me posais la question de me dire, mince, j'ai fait un concours, je suis dans cette école, et finalement, j'ai pas vraiment de cours en tant que tel. Je suis en train d'écrire. Je suis déjà quasiment dans une situation quasi professionnelle, à être dans mon bureau, à écrire des textes. Et ces questions théoriques, j'ai besoin de les découvrir pour savoir si j'en ai besoin ou pas. Mais tu veux dire, il n'y a pas du tout de cours théoriques à la Fémis en scénario ? Alors, je pense que ça tend à changer. Il y en a en première année. Moi, en tout cas, au cours de ma formation, en première année, il y avait quelques semaines de théorie qui étaient passionnantes, vraiment fantastiques, et qui n'étaient pas prévues. On n'était pas prévu d'avoir de nouveaux cours de ce type-là dans les années suivantes. Et notamment avec Judith, on a émis la demande, et je crois que ça commence à entrer un peu plus dans le programme, d'avoir au cours des années suivantes des petits... Entre les grandes périodes d'écriture de scénarios personnels, d'avoir des petites périodes de rappel, des petites piqûres de rappel théoriques pour jongler entre les deux. C'est passionnant parce que je pensais que ça serait exactement le contraire. Tu vois, alors là, comme quoi, je me suis complètement planté. Ce serait que du cours, je pensais qu'il y aurait beaucoup de théorie. Et là, franchement, je dirais agréablement surpris. Je comprends ce que tu dis, c'est vraiment très intéressant. Mais comme moi, je pense que c'est mieux de privilégier la pratique que la théorie. Maintenant, ce que tu dis est vraiment super et j'espère qu'ils vont vous écouter et que chaque année, il y aura un petit rappel Après, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les questions de profil. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien, c'est mal. C'est vraiment une question de profil de candidat. Je sais que moi, ça a été un petit peu dur au début.
parce que j'étais jeune, je sortais de prépa, de la fac, d'un truc très scolaire, très carré, et d'arriver là où je m'attendais à être dans une école et où d'un coup on me dit bon ben vas-y va écrire ton scénario et on se revoit à la fin et ça va être dur, ça va être violent, et j'étais un peu paumé. Et je sais que d'autres personnes dans ma promotion, c'était parfait pour eux parce qu'ils avaient une maturité, parce qu'ils avaient une indépendance, parce qu'ils avaient besoin de ça, et que s'ils étaient justement trop dans une école avec des présences au tableau, exercices, tout ça, ça serait pas du tout passé. Ça dépend aussi des profils et de là où on en est soi-même dans son développement. Donc tu résumerais ces 4 ans de FEMIS à un scénario par an, des rencontres avec ton tuteur, quelques cours théoriques. Et à côté de ça, quand même, ça c'est une partie importante, ce que je disais tout à l'heure sur la transversalité, c'est qu'à côté de tous ces exercices centrés sur la formation scénario, il y a toute une part du programme où on travaille avec les élèves réalisateurs, les élèves producteurs pour faire des courts-métrages. Et là, c'est pareil, c'est très différent. Et immergé dans un processus de production qui est pour le coup très différent de la théorie et de l'écriture. Exactement. Qui est très solitaire. Ça te fait un peu sortir, quoi. Ça te fait voir un peu du monde. Ouais. Et toi, auteur solitaire. Ce que je fais un peu de la pub pour la formation série télé, mais j'allais venir justement. Alors, c'est ce que j'ai énormément apprécié. Je crois que c'est lors de votre premier podcast où vous parliez un petit peu de la double facette du scénariste, où ça va autant être en pyjama le matin à bosser sur des feuilles, et donc une sorte de liberté de créativité où il faut pouvoir des fois lâcher un peu prise pour trouver des idées, et en même temps un autre pan qui est un pan plus sérieux où à un moment il faut écrire ses pages, il faut être la tête dans le boulot, il faut se lever, se raser, se coiffer, être bien dans ses baskets et aller dedans. Et cette espèce de dualité, je trouve que dans la logique de la formation série télé, elle est parfaitement incluse, parce que l'année se construit sur deux grands exercices. Les premiers mois où on écrit ce qu'on appelle un spec, qui est donc un épisode d'une série existante. Ouais, donc on est, cet exercice aussi, c'est très chouette. On est dans les codes, on est au service de la vision de quelqu'un d'autre. Et c'est au choix ou c'est chacun écrit pour la même chose ? Il y a 3 séries existantes et on est encadré par les auteurs de ces séries-là et en 3 groupes. Ah, des séries françaises. Des séries françaises. Nous, on avait le choix de choisir une série américaine, c'était très cool. Il y a aussi un spec sur Friends, mais et alors, c'est quoi les séries Nous, cette année, il y avait Falco, Candice Renoir et Nina. Et t'as fait quoi ? Moi, j'étais sur Nina. D'accord. Et c'était très intéressant parce que je suis pas du tout soap hospitalier habituellement, et j'ai beaucoup aimé fouiller les forums médicaux pour trouver des cas bizarres et essayer de trouver des intrigues. Surtout que la différence là, elle se fait que t'es pas tout seul à écrire ton truc dans ton coin, t'es encadré par les gens qui font la série, c'est super. Et à côté de ça, sur la deuxième partie de l'année, là on va être sur le projet personnel. Donc il y a vraiment une sorte de structure bicéphale où sur l'année, mais même les journées type, on va avoir cours le matin avec des rencontres, des exercices, différentes choses, et l'après-midi va être libre pour l'écriture. Donc il y a cette espèce de switch permanent entre les deux facettes du métier de scénariste. L'épisode que tu écris, qu'est-ce qui devient ? Est-ce qu'il a une chance d'être l'épisode du spec. Ouais. Ça dépend de la série, ça dépend si la série est arrêtée. Là sur Nina, c'était particulier puisque on écrivait des épisodes d'une saison 2 alternative. On n'avait pas vu la saison 2 qui va bientôt être diffusée en septembre. On imaginait ce qu'aurait pu être la saison 2, donc c'est intéressant. C'est très intéressant. Mais je sais que dans les années précédentes, certains élèves ont pu avoir leurs specs qui ont été achetés. C'est cool ça. Et c'était l'épisode en entier, pas seulement un synopsis. Vous avez c'est l'épisode en entier. Okay. Et sur Nina, en l'occurrence, je remercie vraiment Talia Rebinski et Alain Robillard, qui sont les deux auteurs qui nous ont encadrés sur cet atelier. Avec cette idée de faire une sorte de saison 2 alternative, on a non seulement écrit chacun un épisode, mais en plus les élèves de l'atelier, ensemble, on a dû inventer une sorte de petite arche de saison pour essayer d'avoir une cohérence entre nos 3 premiers épisodes de cette saison fantôme. Est-ce que ça a donné des idées, des choses qui sont restées dans la série par la suite ou pas ? Ça, je ne sais pas. On verra les saisons suivantes. Ok, bon, bah... On va surveiller alors. Tu vas surveiller, j'imagine. Je vais regarder tous les épisodes de Nina à venir, bien sûr. C'est quand même extraordinaire comme expérience pour apprendre d'écrire un épisode de série avec les personnes qui ont conçu la série. C'est génial. Là, je trouve ça fantastique. C'est fantastique. C'est une chance énorme et surtout quand les personnes qui encadrent
le font vraiment dans des conditions professionnelles, comme si on était un des auteurs sur la série. C'est une mise en situation parfaite. Bah voilà, c'est parfait. Pierre-François, tu prends la parole et on va te laisser ton moment là parce qu'on va. On voit que tu juges. On Mais On voit non. que tu t'impatientes. sait, on connaît nous ton penchant pour les livres, des manuels d'écriture. Mais je crois qu'on les a. Ce qui est bien autour de cette table, c'est qu'on les connaît. C'est-à-dire tous les quatre, je crois qu'on les a. Enfin, pas forcément tous, mais bon. On a tous une expérience, donc ça va être intéressant effectivement d'en débattre. Ça fait partie de quand on écrit évidemment, il y a toujours un moment où on a dans les mains un des livres. On a à peu près. Il y en a quelques-uns dont tout le monde les a eu dans les mains et on connaît à peu près tous ce que c'est évidemment. Mais on ne les déteste pas tous autant que toi, Pierre-François. Peut-être pas, on va apprendre quelque chose Oui, voilà, d'incroyable. Alors, Pierre-François contre les livres d'écriture. Ah non, justement, parce que. Non, mais je voudrais on va commencer par en dire du bien. Je propose qu'on commence par en C'est dire ton moment, vas-y. La libre antenne, Bah, ta les PF. livres d'écriture, moi, c'est incroyable tout ce que ça m'a appris. Je veux dire, je crois que j'ai commencé par la dramaturgie de Yves Lavandier. Le jour où j'ai ouvert ce livre, vraiment, je suis passé dans une autre dimension. C'est-à-dire vraiment que j'étais comme un fou. Je me dis, en fait, c'est ça. Ah oui, une histoire, en fait, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Vraiment, j'étais comme un enfant au magasin de jouets. Et après, je dirais à chaque fois que j'en ai, enfin souvent quand j'en ai acheté, parce que j'ai eu toujours la même impression. C'est-à-dire, bon, après, assez rapidement, on va dire que ça se répète, que bien sûr, c'est les mêmes thèmes qui sont abordés. Tiens, mais il y a encore trois axes. Trois axes. Mais je crois que dans chaque manuel, en fait, il y a quelque chose qui peut être intéressant. Donc c'est pour ça que j'ai toujours la tentation de tous les lire. J'en ai quand même lu pas mal, j'en ai quand même pas mal chez moi. Donc voilà. Et après, donc il y a vraiment des manuels qui m'ont enthousiasmé. Et puis, c'est vrai qu'il y a des manuels qui m'ont complètement bloqué. Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'ils Alors, avaient de pour quelle particulier raison par rapport aux autres? Pour quelle raison? C'est une très bonne question et c'est heureusement très facile à expliquer. Et je sens que tu vas nous l'expliquer. Ouais, je vais vous l'expliquer. Ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, on est là, on est auteur, on veut créer quelque chose, on a un désir très fort, donc on va trouver en fait. On va trouver. Donc il ne faut pas commencer par nous demander de chercher. Il faut simplement nous aider à trouver. Et ce qui m'énerve, donc on va y aller carrément, hein. On va parler directement de l'anatomie du scénario que j'ai jamais réussi à lire. Voilà, on va balancer du nom là. Ouais. Non, j'ai jamais réussi à lire. Alors encore une fois, ça ne regarde que moi. Mais je pense que je représente une partie de la population d'auteurs non négligeables. Alors peut-être pas la majorité, j'en sais rien. C'est pour ça que j'ai hâte vraiment d'avoir votre avis. Mais si tu veux, ce livre, je n'ai jamais réussi à le lire, à dépasser, on va dire, le deuxième chapitre. Le premier chapitre est génial d'ailleurs, il est très très intéressant sur comment démarrer une écriture, ça c'est très intéressant. Après, j'y arrive plus. Qu'est-ce qui se passe dans ce deuxième chapitre? Qu'est-ce qui se passe, si tu veux? C'est simple. Lui, il passe son temps, et il n'est pas le seul parce qu'il y a d'autres manuels qui font ça, à te poser des questions. C'est-à-dire, il te dit, pour écrire un scénario, il faut que tu te poses telle question, telle question, telle question, telle question. Et en fait, tu vois, c'est une succession de questions auxquelles il faut que tu répondes. T'as l'impression d'être assailli de choses à faire? Alors, déjà, ça, c'est très ennuyeux. C'est-à-dire, moi, j'ai envie de me suicider. Je t'assure, quand je lis Troubi, j'ai envie de me jeter dans la Seine. Donc, ça, c'est Et pourquoi c'est si ennuyeux? Mais parce que c'est le contraire de la créativité, c'est le contraire de la création. Il t'indique le mauvais chemin. Alors, pourquoi il t'indique le mauvais chemin? C'est très simple. L'esprit humain, c'est 10% de conscient, donc de mental, et 90% d'inconscient. À votre avis, avec quoi on écrit? Le conscient ou l'inconscient? Vous avez 5 minutes. Non, vous avez 30 secondes. Je dirais les deux. Hein. Mais surtout quoi? Je sens que tu veux qu'on dise l'inconscient. Tu as tout à fait raison. Oui. Non, mais je veux que vous disiez vraiment ce que vous ressentez, parce que c'est vraiment l'objet du débat, tu vois. C'est vraiment ma question. J'imagine que la démarche au départ est consciente, et puis après, quand on voit ce qu'on écrit, il y a souvent en effet des choses où on se dit, mais mince, d'où c'est sorti ça? Et exactement. Ça vient de l'expérience. Pourcentage qui reste. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression, mais c'est une illusion, que c'est le conscient qui écrit. Tu l'as très bien expliqué. Mais en fait, à 95%, voire 99%,
c'est l'inconscient qui écrit, surtout dans ce que vous faites de très bon, d'excellent. Je veux dire, l'idée qui va arriver au milieu de la nuit, qui va arriver au petit matin, qui va arriver pendant la douche, pendant que tu te promènes. Là, tout d'un coup, il y a un flash qui va t'arriver. Je suis désolé, tu n'étais pas en train de réfléchir à ta scène quand le flash arrive. Donc, et tu vas jamais trouver cette idée avec ton mental. Donc, en fait, ce type de manuel, il t'incite à travailler avec ton mental au lieu de t'inciter à travailler avec ton inconscient, avec ta vraie créativité. Donc, c'est extrêmement grave, c'est-à-dire qu'il te montre, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, le mauvais chemin. Et ça, pour moi, c'est incompréhensible. Alors, j'aimerais avoir votre avis maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et avez-vous lu le Truby ? Qu'en pensez-vous ? Comment l'utilisez-vous ? Peut-être que vous allez me donner votre méthode et que je vais apprendre les choses. L'anatomie du scénario de John Truby. Benjamin, tu veux répondre ? Vas-y. Pour ma part, je te rejoins. J'ai adoré lire la dramaturgie. Ça a été de Yves Lavandier. Ça a vraiment été un plaisir ludique, vraiment, à me promener dedans. Je n'ai en effet pas terminé non plus l'anatomie du scénario, mais je pense plus qu'au moment où je me suis mis à lire, c'était pas le bon moment. Mais peut-être que c'est lié, je sais pas. Mais ce que tu dis fait sens, parce que personnellement, j'ai toujours eu du mal quand je voyais un manuel de scénario qui soit me dit voilà ce que vous devez faire, soit me dit ce que tu décris, voilà les questions que vous devez vous poser et vous devez être capable de répondre à toutes ces questions sur votre personnage, devez être capable de répondre à toutes ces questions sur votre histoire, et là vous savez que vous tenez votre histoire. Et j'ai l'impression de remplir un formulaire où je réponds à des questions très pointues alors que j'ai même pas encore le cœur de ce que je suis en train de chercher. Là où pour moi un manuel, un livre de scénario est utile plus comme une sorte d'élément pour avoir du recul, c'est-à-dire qu'on va écrire quelque chose et ensuite essayer de se rappeler d'outils qu'on a trouvés dans ce manuel pour dire ah mais là en fait je suis en train de faire ça, là en fait si ça se trouve j'ai écrit cette scène comme ça, mais voilà, je pense au chapitre sur l'ironie dramatique dans la dramaturgie de Lavandier, qui est vraiment un chapitre où après l'avoir lu, plein de scènes, je me dis ah mais en fait cette scène serait beaucoup plus intéressante comme ça, mais parce que j'ai le recul de cet outil qui m'a été apporté et non pas parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je l'écrive comme ça. Alors là, tout à fait. Alors je te rejoins à 1000%, et d'ailleurs c'est comme ça que je travaille, c'est-à-dire d'abord tu écris, tu travailles avec ton inconscient, et après, une fois que tout est à peu près sorti, même si c'est le bazar, même si tu trouves ça nul, c'est pas grave, tu as sorti quelque chose, et après tu travailles avec tes outils dramaturgiques pour comprendre effectivement qu'est-ce que tu as fait, ce qui va pas. Disons que le fait d'avoir quand même cette connaissance des bases de la dramaturgie t'aide à poser... à comprendre ce que tu as fait et à l'améliorer. Mais, donc on a bien compris qu'il y a 2 étapes. D'abord, tu es créatif, après tu réfléchis. Mais le problème de Truby, c'est qu'il te propose le contraire. Il te propose réfléchis tout de suite. Donc, c'est de la folie. Alors, à vous, sur Truby, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors moi, je l'ai lu en entier. Bravo. Voilà, j'ai passé le chapitre 2, je me souviens plus vraiment ce qu'il y avait dans le chapitre 2, insurmontable, mais moi j'aime bien l'approche, il a une approche organique de l'histoire. J'aime bien, sans forcément dire que ça a du sens et que c'est comme ça, j'aime bien son approche. Mais justement, pour moi, il est absolument pas organique. C'est ça qui est fou, c'est qu'il utilise un mot que je comprends ce que ça veut dire organique, mais pour moi, c'est justement pas du tout organique. En fait, moi j'ai lu ce livre en lisant d'autres. C'est une période où j'ai lu pas mal de choses. Et pour moi, que ce soit l'anatomie du scénario, que ce soit Story de McKee, que ce soit Vogler, pour moi, ils racontent un peu la même chose, mais chacun a sa sauce, et ils veulent chacun te vendre leur façon de voir les choses. Mais au final, moi j'ai l'impression qu'ils racontent la même chose. Ce qui est appréciable chez Lavandier, c'est qu'il veut rien te vendre. Et c'est pour ça qu'on l'aime bien, je crois. La dramaturgie de Lavandier, c'est plus une explication de ce que tu vois, ce que tu lis. Ouais. La dramaturgie, c'est la dramaturgie en fait. C'est un décryptage de la dramaturgie. C'est pas un manuel de scénario. Voilà. C'est ça. Tandis que dans ces manuels d'écriture, moi j'ai l'impression qu'ils disent un peu tous la même chose, mais d'une façon très différente. Et Truby a ce côté très, je sais pas comment dire, un peu vindicateur de dire tout le monde a tort, moi j'ai raison. J'ai la solution, écoutez-moi. Il a ce côté un peu comme ça, et ils ont
Donneur de leçons, tu veux dire? Voilà, plus ou moins ce côté, parce qu'ils derrière, ils doivent vendre des bouquins, ils doivent vendre des formations, ils doivent vendre du script doctoring. Et ce qui est intéressant pour moi dans ces livres, c'est que je les ai lus, que j'ai compris ce qu'ils disaient et que après je les ai un peu oubliés. Et c'est en s'y remettant vraiment avec Adrien, en travaillant de façon plus régulière, et là vraiment dans l'expérience, où des bons mécanismes et de bonnes idées reviennent inconsciemment. Et où j'ai l'impression d'appliquer des choses que j'ai pu apprendre plus ou moins dans ces manuels, mais sans me dire... Mais inconsciemment, justement. Ouais, voilà. Tout à fait. Mais, c'est parfait. Mais comme tu te souviens d'un truc que tu as appris à l'école, là, c'est... Voilà, je me... Tiens, je vais avoir une idée, et après, je vais me dire, mais en fait, j'ai eu cette idée parce que j'ai lu ça à un moment, et que ça avait du sens. Mais sans aller jusqu'à dire, ok, Troby, il dit, il faut se poser ces questions, on va remplir ce questionnaire. Donc tu l'appliques pas, oui, tu l'appliques pas, tu te prends pas la tête. De toute façon, t'as pas le profil du tout. Trop, comme je disais, c'est trop écolier pour que ça me plaise. Voilà, moi, c'est pas le genre d'approche. Et toi, Adrien? Moi, je vais défendre Troby. Oui, mais toi, t'es très scolaire. Toi, t'aimes bien j'aime bien les cases à remplir. J'aime bien les trucs. C'est pas que j'aime les cases à remplir, c'est que. C'est cool, c'est pour ça que c'est marrant d'écrire ensemble. ensemble. Oui. Non, mais complémentaire. pour le coup, il y a typiquement un exemple où les cases à remplir sont importantes, et je pense que Benjamin ne me contredira pas. Il y a un passage très intéressant, c'est sur le personnage et sur les 4. Alors, je sais plus comment il appelle ça. L'opposition en 4 points. Voilà. Okay. Typiquement, un truc très théorique. Juste le nom, tu commences à t'endormir. Tu t'endors sur effectivement l'opposition à 4 points. Mais quand tu as compris ce que c'est et que tu l'appliques, c'est vraiment intéressant. C'est comment ton personnage est en opposition avec 4 autres personnages. Dans une série, c'est vital que chaque personnage soit en opposition avec un autre. Sinon, il n'y a pas de conflit, donc il n'y a pas d'histoire. Mais c'est pas un truc que tu dois appliquer bêtement. Et en fait, s'adapte à... Moi, je dirais si, parce que avant que je le sache, je n'y pensais pas. Et le fait qu'il me l'a expliqué, que c'était plutôt clair, je l'ai compris, je l'intègre maintenant à chaque fois. Je me dis, ok, donc il faut que tout le monde soit en conflit. Comment je fais en fait? Voilà, c'est devenu un réflexe. Voilà, mais c'est le problème de la théorie, c'est que tu le lis, c'est un nom compliqué, le mec veut théoriser le truc et t'as du mal à saisir le concept. Mais une fois que tu es face à ton projet que tu dois rendre et que tu écris dans un but un peu précis et que tu as des personnages à créer et à faire interagir, aussi inconsciemment, tu vas appliquer ce genre de choses. Mais non, pas forcément. Et toi, c'est consciemment. Ce qui m'inquiète, personnellement, Benjamin est inquiet, Adrien. C'est que je suis dans un processus créatif, je suis en train mon idée est un peu floue, je suis en train d'essayer de trouver des personnages. Si là déjà j'ai lu mon Troby et je me dis ok, j'ai mon personnage principal, quels sont les 4 autres personnages avec qui il est en opposition, j'ai le sentiment qu'il y a le risque d'un coup tout ça va être très artificiel, parce que je vais d'un coup essayer d'imaginer ces personnages purement selon ce schéma d'opposition. Ça va te forcer à faire des choses que tu avais peut-être alors pas envie que de faire. si je lâche un peu les rênes et que il a son frère et il a sa pote et puis que ces personnages fonctionnent pas trop ensemble, mais que ça me permet de faire naître des choses intéressantes entre eux. Et ensuite il y a un truc qui manque, ça manque peut-être d'opposition, ça manque peut-être de conflit, je vais pouvoir utiliser cet outil-là pour blinder ça, mais en attendant, le fait de ne pas y être allé directement m'a laissé l'espace pour avoir des idées, pour avoir des choses sur ces personnages que j'aurais peut-être pas eu tout de suite si j'étais directement allé dans l'idée de mettre mes personnages en opposition selon le schéma classique, habituel, requis. Oui, j'entends tout à fait ce que tu dis. Après, c'est peut-être une question de méthode de travail ou de sensibilité. Je sais que maintenant, quand je vois un personnage, je sais qu'il va falloir que je trouve des points de oui, je vais devoir rentrer dans le sujet. Peut-être aussi l'idée d'aller vite, en fait, aussi. Ce qu'il y a aussi, c'est que ce genre de théorie, d'exercice ou de choses très, très théorisées, l'opposition en 4 points, par exemple, c'est des choses qui peuvent être très intéressantes à appliquer, mais une fois que tu as écrit ton truc, une fois que tu es un peu bloqué sur certaines choses, c'est des outils qui peuvent venir t'aider à débloquer. Oui. Et souvent, ça nous arrive justement. Tu te dis, tiens, si là on mettait ça. On en revient toujours là, a posteriori. Oui, voilà. Après, je me dis, si on l'intègre en amont, du coup, je pense toujours à l'économie de rapidité, de me dire, ok, comment on peut aller, on n'a pas beaucoup de temps, on doit faire vite, tu vois, on doit rendre un truc, ok, on sait qu'ils doivent être en conflit, comment on le fait, en fait, comment on les amène à ce qu'ils se prennent la tête rapidement et que ce soit marrant, et du coup... Tu dis, cet outil-là est efficace, je l'applique, et même, voilà, c'est comment leurs valeurs s'opposent, comment chacun... Si tu veux aller vite, c'est le contraire. Si tu veux aller vite, alors surtout, brûle tous tes manuels, et lâche-toi sur ta feuille, parce que tu comprends, ton esprit, ton inconscient va aller beaucoup plus vite que ton mental. En tous les cas, moi j'en suis persuadé. Et après, tu vas, c'est ce qu'on a dit plusieurs fois, a posteriori, tu vas effectivement réexaminer ton histoire, et là, tu vas voir ce qui va pas. Et effectivement, là, toi, tu connais Troby, moi je le connais pas, donc toi, tu peux utiliser des outils que je ne connais pas, mais encore une fois,
après, quoi. Ce qui se passe aussi, c'est que quand t'écris, quand tu crées ton histoire, tu appliques ce genre de choses, mais sans le savoir ou sans te dire je vais poser ça aussi. C'est devenu un réflexe en fait. C'est à force. Oui, à voilà, force, voilà, je l'ai lu, je l'ai intégré, je l'ai qui arrive. compris, ça a marché, je sais que c'est bon pour moi, du coup j'utilise. Je fais un petit pas de côté pour quitter temporairement les manuels et parler de la possibilité, quand on a cette opportunité d'être lecteur. Ça, en termes de formation, c'est très intéressant. Faut faire attention cependant parce que le gros piège quand on est lecteur, c'est de lire des scénarios, d'avoir à faire des fiches où parfois on va essayer de montrer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et de prendre un peu la grosse tête en se disant moi je peux faire mieux et de pas être dans... Voilà, ça c'est le gros danger. Par contre, quand on a l'opportunité de pouvoir lire et de bien faire la différence entre analyser un ressenti, analyser la cause de ce ressenti et analyser ensuite ce que ferait un scénariste qui est une solution mais qui n'est pas forcément notre rôle de lecteur, c'est un super exercice et j'ai la chance depuis 1 an d'être lecteur pour la création originale chez Canal. Et je me rends compte que j'ai acquis un nombre de réflexes et de réflexions, clairement parce que à force de lire des scénarios et de voir des choses qui fonctionnaient, de voir des choses qui ne fonctionnaient pas, mais surtout de devoir réfléchir dessus et de devoir moi-même analyser pourquoi ça fonctionnait pas, c'est fantastique. Un raccourci vers des choses très efficaces et en masse en fait, en plus, en nombre. Moi, je suis tout à fait d'accord. Bon, ça va faire l'objet d'un podcast Effectivement, prochain. Pierre-François. Mais moi, je te rejoins tout à fait. La lecture de scénario. Moi, j'étais pendant 1 an bénévole en tant que lecteur à la maison du court-métrage et j'ai jamais autant appris qu'en faisant ceci. C'était un petit teasing pour votre prochain podcast. C'est bon, t'as rien demandé, tu l'as fait tout seul, on n'aurait pas pu rêver mieux. C'est formidable. Pierre-François, est-ce que tu as autre chose à ajouter sur les livres et les manuels d'écriture ? Ouais, j'aimerais. Ouais. Oui, non, j'aimerais bien donner Oh. le nom d'un titre de manuel que j'aime bien, surtout pour les gens qui débutent. Enfin, j'aime sa simplicité, donc c'est donc mes 2 préférés, hein, donc la dramaturgie dont on a beaucoup parlé, et aussi faire d'un bon scénario un scénario formidable, de Linda Seger, que je ne sais pas comment ça se prononce, mais j'aime beaucoup sa clarté, sa simplicité. Chez Dixit. Oui. Vraiment, j'utilise très souvent, ça me fait beaucoup de bien, ça m'apaise de lire ces pages, c'est merveilleux. Elle a un ton très chouette dans cet ouvrage. Ouais. Je ne connais pas. Je vais lire ça m'intéresse. Donc on va lire ça et on revient tout à l'heure. Non, Voilà. c'est une blague. Voilà, c'est bon. La magie du podcast, tu peux couper. Lire un bouquin et on revient. C'était chouette, hein, j'ai bien appris. 7 jours plus tard. Alors, il y a d'autres moyens aussi de se former. Il y a des ressources en ligne, il y a des sites qui donnent plein de tuyaux, il y a des chaînes YouTube, des podcasts aussi. Est-ce que vous aussi, vous êtes preneur de ce genre de choses ? Il y a le site Envie d'écrire, par exemple, enviedécrire.com, qui fait pas mal de contenu sur l'écriture, plutôt axé roman, mais toujours autour de l'histoire, des personnages, c'est assez intéressant. Est-ce que vous avez des petits trucs comme ça que vous utilisez ? Alors pour ma part, absolument pas. Ok, alors, merci. Non, je dois être un peu vieux jeu, un peu. Toi, c'est la vie, la vraie, quoi. C'est, j'avoue que peut-être que là, tu parlais d'économie de gain de temps. Moi, c'est là où elle se trouve. Ouais, mais t'es peut-être aussi tellement dedans aussi à l'école que t'as pas forcément le temps. Non, parce que ça m'est arrivé de chercher des ressources, mais Ouais. j'ai envie de pouvoir aller directement vers une ressource où je pense que je suis pas en train de me tromper, ni perdre de temps, et d'aller vers des valeurs sûres. Et j'avoue que ouvrir Google, taper et savoir que je vais potentiellement tomber sur 4 sites sur 5 seront écrits par des personnes, je ne sais pas quelle est leur légitimité à parler de ce dont ils parlent, ça me refroidit un peu. Mais je suis un peu vieux con là-dessus. Oh. Je vais rebondir sur ce que tu dis, Benjamin. Moi, j'ai découvert DraftQuest, par exemple, qui est très chouette. C'est une sorte c'est à la fois un MOOC. Alors, c'est une plateforme. C'est une plateforme sur laquelle tu as des cours théoriques sur l'écriture. Alors c'est assez intéressant parce que c'est pas forcément sur le scénario, c'est sur des romans. C'est animé par une personne qui semble avoir pas mal de bouteilles, mais qui reste très humble et très sympa en plus à l'écran, présente bien et très clair. Donc ça ne gâche rien. Du coup, je ne sais pas qui est vraiment cette personne. Je sais qu'elle a écrit un livre pour l'instant sur comment écrire rapidement un roman, enfin une méthode d'écriture assez automatique pour l'écriture de romans, pardon. C'est sous forme de vidéo ? C'est sous forme de vidéo, mais aussi sous forme d'exercice. L'idée, c'est que toutes les semaines, tu écris librement ton histoire et de manière automatique en fait, c'est son idée. D'où le titre, le nom DraftQuest. Exactement. Tu pars en quête et c'est plutôt chouette parce que ça donne envie de revenir et il est sur quelque chose d'assez ludique en fait et c'est plutôt chouette. C'est en anglais ?
Non, c'est en français. Et en anglais et en français, mais je pense que la plateforme est française, a été traduite en... Non, j'ai un doute, je ne sais pas en fait. Mais c'est en français sur le site draftquest.fr. C'est très intéressant, je trouve. Si on a envie d'écrire un roman en 3 mois, c'est possible en fait, et d'être pas vraiment encadré, mais d'avoir une structure qui derrière te dit voilà, C'est un premier pas. tu vas écrire tes X mots. Si tu sais pas par quoi commencer, au moins Et t'as une communauté de gens qui peuvent lire ce que tu fais, tu peux faire lire ce que tu fais ou pas, tu peux rester en privé si t'as pas envie. Voilà, c'est plutôt chouette. Ok. Moi j'ai découvert ça m'intéresse parce que j'ai envie d'écrire des romans aussi, enfin ça m'intrigue, mais je me dis je fais ça à la cool, sans pression, donc c'est parfait pour ce cadre-là. D'accord. Moi je suis très friand de podcasts, je sais pas si vous en écoutez. Non, toi Benjamin, tu ne Je lis ne connais rien, pas tu ces regardes gens-là. rien. Voilà. Il y a de très bons podcasts en anglais, notamment Scriptnotes, le très connu de John August et Craig Mazin, qui sont des très gros scénaristes hollywoodiens, mais qui chaque semaine prennent le temps de parler du contexte de c'est quoi être scénariste à Hollywood, comment débuter, les erreurs à ne pas faire, etc. Ils corrigent même des débuts de scénarios qu'on leur envoie, et ils les résument et ils les corrigent en direct, dans leur podcast. C'est super intéressant. Il y a d'autres podcasts sur l'écriture comme ça, comme On the Page de Pilar Alessandra, où là on est un peu plus dans les vraiment des tips, des choses à faire, à ne pas faire, avec des invités qui interviennent, qui racontent un peu leur point de vue sur telle chose à faire ou à ne pas faire. Le pitch par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire, les 5 bons conseils quand tu dois pitcher une histoire par exemple. C'est de la formation continue en fait, quelque part, un petit peu. Un petit peu, c'est pas toujours des choses à faire ou à ne pas faire, il y a parfois aussi des épisodes comme on fait nous, de discussion sur un thème. Et il y a aussi le Writers Panel, qui est plus souvent des conférences, des débats enregistrés avec des panels d'auteurs, notamment les scénaristes de Friends par exemple, qui pendant 2 heures reviennent sur 10 saisons et les grands moments et comment se sont construits certains trucs. C'est incroyable, c'est génial. On a les auteurs de Rick et Morty, super série animée. Celui-là il est hilarant. Malheureusement la qualité audio est pas super, mais faut s'accrocher et on a des super choses à entendre. Encore une fois, ça se passe à Hollywood, mais c'est très intéressant. Il y a Shane Black, Chris Carter, Better Call Saul, c'est les auteurs de Conan O'Brien, que j'adore. Donc c'est un peu tous les aspects de l'écriture à Hollywood, que ce soit du long métrage, de la série ou du talk show. Et c'est super intéressant. Mais du coup, ça forme pas. Ça forme pas, ouais. Mais ça en même temps, ça t'indique un peu plus que c'est le contexte d'un auteur, d'un scénariste. Ce qui est intéressant aussi, ce qui est de la formation aussi. Benjamin. Ce que je trouve intéressant là dans ce que tu décris, ça me donne envie. Je vais Ça aller donne écouter envie. ça. C'est la multiplicité de points de vue. J'ai acheté un petit bouquin qui s'appelle Tale from the Script. Je sais pas qui est en fait un livre qui est une succession de petites anecdotes de 1 à 10 phrases de plein de scénaristes. Donc pareil, c'est aussi hollywoodien, sur des thèmes, le premier pitch, le premier scénario, voilà, et c'est des chapitres et des chapitres de courtes anecdotes, et où des fois un scénariste va dire quelque chose et le scénariste suivant va dire tout son contraire. Mais d'un coup la multiplicité des points de vue permet d'échapper à moi ce qui peut m'inquiéter parfois dans tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, les manuels, les podcasts, les sites, c'est comme ça et pas autrement. Et qu'il n'y a pas de règle en fait. Voilà, et les cas de figure sont différents, et c'est important de connaître des cas de figure, mais c'est important de savoir qu'il peut y en avoir entre celui qui va vous dire votre pitch, faut surtout pas le préparer parce que la spontanéité c'est génial, et celui au contraire qui dit qu'il a répété, et les deux histoires vont être potentiellement différentes, et ensuite ça permet de soi-même s'adapter selon sa situation personnelle. Ok, on espère que tu vas te mettre au podcast du coup. Tout de suite. Voilà. Et du coup, cette histoire de podcast et de lecture me permet d'enchaîner sur la dernière question, sur une des dernières questions de ce podcast, c'est continuer à se former en fait, parce qu'on s'est formé. Sauf toi Benjamin pour l'instant qui termine, voilà, donc t'en es pas encore là, mais PF, est-ce que tu continues à te former? Est-ce que tu as envie de continuer à te former? Comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais? En fait, je crois que quand tu travailles, en fait, tu as vraiment l'impression d'apprendre tous les jours, quoi. C'est vraiment un cliché, mais je suis désolé, mais c'est tellement vrai.
je veux dire, dès que tu es en écriture, dès que tu es... Bon, moi, en plus, dans mon activité de script jardinier, je veux dire, je lis les scénarios, j'essaie de les comprendre, je veux dire, j'ai vraiment l'impression, à chaque fois que je rends une fiche de lecture, que moi, je me suis enrichi de quelque chose, je suis un petit peu meilleur. Maintenant, tu as raison, je crois qu'il faut faire au feeling, c'est-à-dire, par exemple, bon, moi, vous vous doutez bien que même si je suis abonné à sa newsletter, je ne vais pas aller au masterclass de John Truby. Mais je pense qu'il faut le faire au feeling. Si on sent qu'on a envie, qu'on a besoin de se former, faire une formation, moi je pense qu'il faut. Moi j'achète encore régulièrement des bouquins de. Qu'est-ce que tu penses de sa newsletter? Parce que moi je trouve très intéressante. Parfois il te parle d'un film, d'une série du moment, et il t'explique pourquoi c'est très bien écrit par exemple. Difficile d'être contre son avis sur certaines choses dans ce genre de texte. Bon, après, il y a toujours un petit côté au passage. Moi, je vous dis ça dans telle formation que vous pouvez acheter ici, évidemment. Mais je trouve qu'il est pertinent sur certaines choses. Est-ce que tu rejoins quand même ça? Oui, je dirais que je la lis pas avec assez d'assiduité et d'investissement. Mais oui, non, mais voilà, c'est forcément quelqu'un déjà par le travail qu'il a fait, par l'expérience qu'il a, par l'analyse surtout et la connaissance qu'il a des films. Heureusement qu'il a quelque chose d'intéressant à dire, parce que sinon ça serait quand même grave. Alors, pour reprendre la question que tu posais à Adrien, et même revenir encore plus à la base du truc, quand on veut écrire, est-ce que, d'après vous, la technique, ça s'apprend? Est-ce que c'est une nécessité de se former quand on veut écrire? Quel que soit le contenu. Oui. Mais encore une fois sur tous les plans, c'est-à-dire que c'est autant écrire pour se former, enfin c'est le serpent qui se mord la queue quoi. Je veux apprendre à être scénariste, c'est autant écrire moi-même, voilà, me lancer dans le bain, et c'est parce que c'est en écrivant que je vais, on se forme aussi, que je vais apprendre. C'est prendre de la distance sur ce que je fais en essayant d'acquérir des outils, ce qu'on disait à propos des manuels, et c'est aussi ce dont tu parlais tout à l'heure, qui est quand même essentiel et qui manque paradoxalement à beaucoup de personnes, parce que ça devrait pourtant être le plus simple, c'est connaître les bases même dans le cas du scénario, de présentation, de comment est-ce qu'on présente, comment est-ce qu'on fait un scénario. Donc voilà, il y a quand même des aspects importants à avoir, mais c'est faire ce mouvement de balancier entre c'est en écrivant qu'on apprend à écrire, mais ne pas faire l'économie d'outils qui sont à notre disposition, mais ne pas non plus se limiter à ces outils en pensant que c'est en lisant tous les livres et qu'on va savoir faire derrière. En parlant de livres, dans Écriture, mémoire d'un métier de Stephen King, il répète justement qu'on lui est un énorme lecteur. Alors évidemment c'est un énorme écrivain aussi, je vous apprends rien, mais il dit aussi qu'il bouffe du bouquin, c'est un très très gros lecteur. Il lit tous les jours. Ouais. Voilà, il lit beaucoup. Et moi j'ai fait l'expérience d'une période où je lisais beaucoup de romans et j'écrivais pas mal de nouvelles, et je me rendais compte que plus je lisais et plus j'écrivais, et mieux j'écrivais. Alors après c'était naze, hein, mais je sentais l'amélioration avec ce que je lisais. Il y avait vraiment un chemin parallèle. Est-ce que toi qui es lecteur de scénario, Benjamin, est-ce que tu sens ça aussi? Plus tu lis de ces scénarios, t'en parlais un peu? Est-ce que c'est vrai, je le sens, mais encore une fois, en insistant sur ce que je disais tout à l'heure, c'est ne surtout pas se mettre dans une position passive. Je suis en train de lire pour apprendre, puis ensuite je verrai plus tard pour écrire. C'est à faire quasiment en même temps, c'est ce que tu décris. C'est-à-dire que si je passais mon temps à lire des scénarios et à faire des fiches, et d'un coup je me dis en fait ça se trouve je sais écrire, et je me mets d'un coup à écrire un scénario, ça fonctionnerait pas. C'est le fait de ce jour-là je suis en train de faire ma fiche, je suis en train de lire un scénario, et ensuite une fois que je l'ai terminé, moi faut que je me replonge dans mon travail, et d'un coup quand je lis ce que je viens d'écrire, mais merde quoi, je viens de faire exactement ce que tu reprochais, ce que j'ai reproché dans cette fiche, et c'est ce mouvement. Mais ça va même, il y a un peu une blague régulière où on dit ouais, quand on est scénariste de série, regarder des séries c'est du boulot. Ouais. Ça on se fait un peu l'excuse, ouais je me binge watch une série, mais bon je bosse. Voilà. Non. On bosse beaucoup nous. Hein. On fait que ça. Non, si on le fait de façon passive, si on le fait comme un spectateur, c'est chiant de se forcer des fois on a envie de pouvoir regarder tranquillement une série et pas se prendre la tête. Mais ça revient. Mais
ça peut être un outil de travail si on est en train de réfléchir de façon active à ce qu'on est en train de voir et d'ensuite de régulièrement jongler entre son propre travail et ce qu'on observe. Ouais, moi, je me suis récemment refait les 10 saisons de Friends et je me pourrissais certains épisodes des fois à deviner comment était construit, enfin en voir, ils ont planté ça là, ça va resservir comme ça, et à griller des vannes et à anticiper pas mal de choses. Alors que évidemment quand je les ai vus la première fois, je connaissais pas tout ça, j'étais pas du tout là-dedans. Et là, avec le recul, avec l'expérience, je vois des choses que je voyais pas avant. Et ça, bon, parfois, là en l'occurrence sur de la comédie, la sitcom, ça m'a un peu pourri des fois les épisodes. Ouais. Bah non, je me marre pas parce que je savais ce qu'il allait dire ou je voyais où ils allaient nous emmener. Et Non, c'est vite marrant fait, aussi. ça vieillit ou pas? Ah non, c'est incroyable, c'est toujours aussi génial. Voilà, non, c'est... Ah ouais, je Et, confirme. c'est intéressant ce que tu dis sur le fait de revoir. C'est encore plus dur avec une série parce que des fois on a du mal à se dire allez, je me refarcis toute une saison, c'est plus simple de revoir un film. Ah, je me suis farci des trucs, ça pourrait être... Ouais. Mais revoir, c'est toujours un super exercice, ça donne un recul. Ouais. Et là, j'ai revu toute la première saison de Fargo avec un petit carnet à côté. J'ai pas vu encore. Fantastique, à voir. Il faut voir pour déjà apprécier et puis revoir Et pour puis revoir. analyser, quoi, Revoir, voilà. revoir derrière. Je me suis refait Breaking Bad, je me suis refait 9 saisons de The Office. Des choses T'arrêtes comme pas de bosser, toi? ça. Ouais, mais je bosse comme t'es un au ouf. taquet. Dès que je rentre chez moi, je bosse. Ouais, donc il y a peut-être un truc à ajouter dont on n'a pas parlé, c'est que je pense qu'aussi, alors je sais pas justement si à la Fémis, ça m'intéresserait d'avoir ton retour. Est-ce que vous avez abordé ça, c'est-à-dire, d'ailleurs je crois que ça va être aussi l'objet d'un autre podcast, la créativité. Putain, vous nous grillez tous nos sujets là. C'est-à-dire, non, je voulais juste savoir si à la Fémis, dans les 4 ans, est-ce qu'on vous donne des trucs, est-ce qu'on vous apprend, ou on vous donne plutôt des trucs pour être plus créatif? Je suis pas sûr de pouvoir répondre de façon aussi... de pouvoir dire oui, il y a des outils spécifiques à la créativité. Genre des tout petits conseils simples, tu vois, pour avoir accès à... Non, c'est plus encore une fois dans une sorte d'atmosphère générale où cette école est comme une sorte de cocon où on est et où on est poussé par Vous les êtes dans le personnes. bain. On nous pousse à aller au fond de nous-mêmes et à chercher des choses. Mais voilà, il ne va pas y avoir de conseils spécifiques sur comment déclencher telle idée. Ensuite, ce que tu décrivais tout à l'heure sur la magie de la douche, par exemple, ça, Bon, classique. on le découvre Ouais, par soi-même. tout le monde le découvre. Ok. La sieste aussi, la sieste est La fantastique. Ce que tu veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'outils ou de sensibilisation à des choses qui ne sont pas des exercices d'écriture, par exemple, qui je sais relèvent même pas vraiment si- de la créativité en général. Mais en fait, je sais, justement, on n'est presque pas dans la féminisme, on est très peu dans une notion d'exercice. Ça se lie à ce petit reproche que je faisais précédemment, c'est que finalement, tous les exercices sont déjà énormes. C'est-à-dire que ça va soit être écrire un court-métrage qui va être tourné, qui va être monté, qui va être quelque chose qu'on va voir, donc il y a une pression, soit écrire ces longs-métrages, et que finalement, ce qu'on a pu un petit peu réclamer avec Judith et qui s'est un petit peu mis en place, c'était de pouvoir des fois avoir des petits exercices ce matin, aujourd'hui, vous allez écrire tel type de scène, et puis c'est pas grave, elle donnera rien demain, pas de pression, mais vous allez vous lâcher sur cette scène-là. Chose qu'on faisait au master par exemple, on faisait beaucoup de choses comme ça. Et je crois, j'espère ne pas dire de bêtises, que le CEA fonctionne aussi beaucoup avec des notions d'exercice comme ça. Ah oui. Donc, mais voilà, dans le cadre de la féminisme, on est beaucoup plus dans quelque chose où on va être déjà sur du travail. Et c'est une sorte de bain général où on se plonge pour pouvoir accoucher de ce scénario. Et j'ai le sentiment que le travail et la formation et cet entraînement pour la créativité, il faut pouvoir jongler entre les deux. Pouvoir autant se dire, aujourd'hui, je me force à écrire une scène qui va fonctionner avec 3 personnages et une ironie dramatique. Et ça me permet de muscler un peu des parties que je n'utilise pas forcément de ma créativité. Et à côté de ça, être dans une écriture beaucoup plus personnelle où on va aller fouiller au fond de soi, essayer de faire naître ce qu'on a envie de raconter. Ok, d'accord. Un mot rapide sur l'après-formation. Pour toi, Benjamin, comment tu la vois? Je flippe. La préformation,
c'est ce que tu décrivais tout à l'heure sur le deuxième apprentissage qui est avec le monde professionnel. C'est très différent, c'est une autre formation complètement à part, dont on n'a pas beaucoup parlé au cours de ce podcast, mais qui est tout aussi importante, surtout dans le cadre de la série télé particulier, où un gros défaut de jeunes scénaristes, c'est d'écrire très bien des scénarios, mais de n'avoir absolument aucune idée du marché auquel ils s'adressent, des chaînes, des diffuseurs, des producteurs. Avant même c'est même pas des questions de savoir à qui parler, c'est savoir est-ce que cette série que je suis en train d'écrire a un sens dans un pays comme la France, avec une économie comme celle de la France, et c'est tout un autre apprentissage à faire derrière. Ou aussi à trop vouloir créer une série plutôt que participer à quelque chose d'existant. Exactement. Où il y a plus de demandes de nouveaux scénaristes. Et ce qui et depuis le début de ce podcast, on n'arrête pas de parler du fait qu'on apprend en écrivant. Travailler sur une série qui n'est pas la sienne, il n'y a rien de mieux pour ensuite créer sa propre série. Et on a tendance en France même pour les auteurs américains, à mettre sur des piédestals comme s'ils avaient fait que ça dans leur vie, les grands showrunners américains, et on oublie que David Chase, avant de faire Les Sopranos, est passé par plein de séries sur lesquelles certaines il aimait, d'autres il a détesté travailler, que Vince Gilligan qui travaillait sur X-Files, que je crois que Gilligan s'est fait refuser un épisode sur Flipper le dauphin. Voilà, c'est bien de rappeler ces choses-là. Voilà, Flipper le dauphin. Dernière question pour finir ce podcast, qu'est-ce que votre formation, alors que ce soit l'école, la vie, la vraie, qu'est-ce que votre formation ne vous a pas appris et que vous avez dû apprendre ailleurs? Concentration chez Pierre-François. Moi, je peux commencer comme ça. Moi, voilà, pose-toi la question. Je donne le ton. Moi, j'ai compris en sortant de la formation qu'il fallait du temps pour digérer ce que j'avais appris et qu'il fallait aussi du temps pour le mettre en pratique. Ce que je disais tout à l'heure, voilà. J'ai lu plein de bouquins et laissé reposer. Et ce que j'ai appris, c'est qu'il fallait que je continue à me former et à faire des exercices par moi-même, beaucoup. Voilà. D'accord. Quelque chose que j'ai pas forcément appris dans une formation, par exemple. Je m'en suis rendu compte. Voilà. C'était un état de fait, finalement. Je vais faire une réponse un peu alambiquée, mais je crois que même ce que je n'ai pas appris dans ma formation, je l'ai appris grâce à ma formation. C'est-à-dire que les manques que j'ai pu ressentir m'ont poussé à aller chercher d'autres choses. Oui, t'en parlais un petit peu. Voilà, si j'avais l'impression d'être trop protégé dans cette école et de ne pas assez connaître le monde extérieur qui allait m'attendre, ça allait essayer de faire un stage en production pendant mes vacances d'été pour aller chercher autre chose. Si j'avais le sentiment de ne pas avoir assez d'outils théoriques, c'était d'aller chercher un livre. Et donc, ce que m'offrait la FEMIS, mais aussi les manques que je pouvais ressentir m'ont poussé à... C'est ton inconscient qui poussait. Possible. Alors oui, moi je dirais, parce que là en fait finalement on n'a fait que la moitié du boulot. Enfin bizarrement on s'est intéressé, bizarrement ou pas d'ailleurs, on s'est intéressé à un aspect des choses. Là on a parlé de devenir un scénariste, donc quelqu'un qui idéalement serait capable d'écrire des histoires intéressantes, novatrices. Mais on aurait pu aussi aborder la formation en s'intéressant à l'autre aspect qui est scénariste, une personne capable de s'assumer financièrement en écrivant des scénarios. Et je pense que là... Ça, c'est l'après. Oui, mais là, si tu veux, il y aurait vraiment de la formation à faire parce que je pense que là, c'est deux aspects complètement différents. Et c'est pour ça que moi, je trouve que les écoles, à ce niveau-là, c'est très bien parce que qui dit école, dit réseau, dit génération, dit rencontre. Alors, dans le cas de la FEMIS, là, c'est merveilleux puisque tu es toujours en relation avec des vrais professionnels et même parfois tu écris un scénario pour une série qui existe vraiment. Donc voilà, je pense qu'à ce niveau-là, justement pour accéder à une profession, je pense que des écoles prestigieuses comme le Conservatoire ou la FEMIS, je pense que c'est un gros plus. Une fois formé, comment gagner sa vie avec son savoir et son envie d'écrire? C'est l'objet d'un podcast, tout ça, je pense. Évidemment. Ce fameux deuxième apprentissage professionnel qui est tout aussi important. Se casser la gueule, là. Exactement. Oui, se casser la gueule. C'est un truc qu'on apprend, que t'apprends quand tu... On y reviendra, ça, je pense que c'est sûr. L'instant promo, tiens. On va encore parler on va encore parler de Clark Nova, tiens. C'est un collectif qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Clark Nova. Est-ce que tu peux nous en parler, Benjamin? Oui, alors Clark Nova, c'est un jeune collectif puisqu'on existe depuis 1 an. Dont tu fais partie. Dont je fais partie. Nous sommes 5 membres, donc moi-même, Judith Godino, Maxime Berthemi, Nour Ben Salem et Frédéric Rosset, qui a super actu en ce moment puisque la série Irresponsable qu'il a créée commence tout juste sa diffusion sur OCS, c'est à voir.
Excellente série. Je lui demanderai du coup pour les oppositions en 4 points, on regardera. Voilà. Est-ce que c'est Est-ce bien qu'il y a bien les Est-ce que 4 c'est points bien, voilà, dans est-ce qu'il y a les les 4 responsables? points? Il y a tout. Et voilà, et on n'a pas de site, mais on a une page Facebook. Vous tapez Clark Nova et a priori, vous devriez avoir notre page Facebook. Abonnez-vous. Merci Benjamin. Voilà, c'est la fin du podcast, Mathieu. Ouais, merci à nos invités. Merci Pierre-François, Merci à vous. qui est, rappelons-le, coach d'écriture et script docteur sur le scriptjardinier.com. Et Benjamin Adam, scénariste. Et merci Benjamin. Merci d'être venu. Où est-ce Merci à qu'on te retrouve, Benjamin, si on veut te contacter? Est-ce que tu es sur Twitter, sur Facebook, ou tu es juste à l'école et tu bosses Je suis sur Twitter, mais pas encore assez actif. Votre podcast sur le réseau m'a un peu boosté, m'a dit qu'il fallait que je sois un peu plus présent. Non. Et sinon, passer par la page du collectif, c'est encore le plus simple, parce que mon Facebook est très personnel, le collectif est plus professionnel, donc Ça on marche. peut passer par là. Super. Rendez-vous donc le mois prochain pour un prochain podcast. Il aura pour thème, Mathieu. La lecture de scénarios, avec des invités qui ont lu plein de scénarios, un peu comme toi, Benjamin. On aura des statistiques, on aura Plein de révélations. plein de révélations. Pierre-François, tu seras là? Avec plaisir. Comme d'habitude, merci de nous avoir écoutés. C'est toujours chouette d'avoir des gens qui vont jusqu'au bout du podcast. Voilà, vous deux, merci à voilà. vous deux de nous avoir écoutés. On l'a dit en début, on le répète à la fin, c'est super important. Vous pouvez nous soutenir en laissant une petite note ou un commentaire sur iTunes. Ça aide vachement à remonter dans les classements et tout ça, donc ça donne de la visibilité. Ça prend quelques secondes et voilà, on vous remercie d'avance si vous le faites. Et si vous avez une question, une remarque, une critique, vous pouvez nous écrire à podcast@adrienetmathieu.fr. Podcast sans S, on le précise à chaque fois, mais je le rappelle. Adrien avec un H et Mathieu avec un T et un H aussi. Un seul T. Un seul T. Et, .fr, voilà. De toute façon, il y a des liens, Podcast on met des liens. adrienetmathieu.fr. Et vous pouvez nous retrouver sur notre site www.adrienetetmathieu.fr. Et bien sûr, si vous avez du temps à perdre, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter, @2mecdrôles. Et bon, on va faire tout ça. Ouais. Et à la prochaine, au mois prochain. Au mois prochain. Salut les gars. Salut à tous. Salut. À bientôt.